Bienvenue dans les histoires prénataux, un podcast qui vous plonge avec sincérité et bienveillance dans les coulisses de la parentalité, de la santé de la femme et bien plus. Les histoires prénataux, une présentation de Berlin-Pimpin. Allô Alex! Allô Charlotte! Bienvenue aux histoires prénataux. Merci! Aujourd'hui, on a un épisode, on va dire un épisode express. Un épisode express. Voilà, donc on vient démystifier un peu certaines questions qu'on reçoit énormément à la clinique. Puis tant qu'à répondre aux questions, on va venir un peu démystifier certains mythes et réalités de grossesse. C'est ça. Donc, es-tu prête? Je vais te poser moi les questions, puis tu vas pouvoir venir complémenter le tout, puis démystifier les informations. Alors, je suis enceinte, je ne peux plus m'entraîner. C'est une question qui, en fait, il y a tellement une préoccupation de porter atteinte à notre bébé pendant la grossesse, puis les mamans, on va se le dire, là, on se fait responsable de la sécurité de notre bébé, puis il y a plusieurs mamans qui vont penser que elles doivent arrêter toute activité physique pendant la grossesse, alors que, au contraire, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada recommande jusqu'à 150 minutes d'activité physique léger à modéré jusqu'à la fin de la grossesse. Par semaine, 150 par minutes? Semaine, oui. Merci, bon point. Merci de ta précision. Évidemment, à moins qu'il y avait des contre-indications médicales, un travail prématuré, une rupture des membranes, des saignements inexpliqués, préclampsie ou d'autres contre-indications qui pourraient y avoir. Mais c'est ça, 150 minutes par semaine, mais en mélangeant des activités cardiovasculaires et musculaires, donc de la marche, de la natation. Il y en a même qui faisaient de la course à pied, qui vont continuer la course à pied, du yoga, peu importe. L'important, c'est que ça demeure sécuritaire. Donc, on veut éviter tout ce qui est à risque de chute, de blessure, d'impact. Donc, éviter, par exemple, là, après ça, le ski alpin, le snow, j'aurais tendance à dire, peut-être aussi éviter l'équitation. Après ça, c'est vraiment des choix. On va faire le calcul de nos propres risques. Certaines personnes vont être à l'aise et non à pratiquer certaines activités. Puis, on essaie de diviser notre 150 minutes en au moins 3 jours par semaine. Puis, par rapport à l'intensité, en fait, là, c'est que par rapport au niveau cardiovasculaire, on veut ressentir un effet, donc on veut ressentir qu'on travaille un petit peu, mais on veut continuer à être capable d'entretenir une conversation pendant notre activité physique. Donc, c'est ce qui va être un petit peu notre barème par rapport à l'intensité. Donc, on poursuit toute activité physique à moins d'un avis contraire de notre professionnel de la santé. J'aime bien le fait où tu dis on poursuit et non on débute. Par exemple, oui. Je n'ai jamais couru, je suis enceinte et je décide de débuter la course à pied à ce moment-là, c'est ça. Dans une continuité. Une continuité, mais c'est sûr que si on était sédentaire avant la grossesse, la marche, la il y a quand même lieu, Mm-hmm. oui, c'est ça, de débuter une activité physique, mais tu sais, en y allant évidemment à notre rythme. On peut trouver des professionnels qui vont nous accompagner aussi par rapport à ça. Puis, j'en profite pour glisser aussi l'importance ou l'intérêt de la physiothérapie périnéale, pour assurer une santé périnéale pendant la grossesse et en période postnatale. Mythe ou réalité, on doit manger pour 2 pendant la grossesse, étant donné que nous partageons notre corps, nous sommes 2. Des fois, les hormones nous jouent des tours, hein? Autant qu'en début de grossesse, on peut avoir vraiment faim puis vouloir manger tout ce qui se trouve devant nous, alors qu'il y a des femmes qui n'auront plus d'appétit du tout, vont avoir des nausées, vomissements, des aversions alimentaires. Donc, chaque personne va réagir un petit peu différemment. Au premier trimestre, il n'y a pas nécessairement lieu de changer nos habitudes alimentaires parce que nos besoins sont pas forcément plus élevés pour combler la demande. Donc, on continue de prendre notre acide folique selon le dosage qui est recommandé, la multivitamine. L'important, c'est de manger à notre faim, de manger équilibré, puis bien de respecter un petit peu nos envies aussi, malgré tout ça. À partir du 2e trimestre, là, oui, il y a lieu de commencer à intégrer un petit peu plus de calories dans notre alimentation, mais généralement en ajoutant peut-être un petit repas supplémentaire ou 2 collations supplémentaires qui sont des bonnes collations. Vraiment, on parle toujours de bonnes habitudes alimentaires équilibrées. On vient combler le besoin, on vient combler ce besoin-là dans
dans notre corps nécessite pour le développement de notre grossesse et de notre bébé. Vrai ou faux, Alex, il n'y a aucun problème à prendre un verre de vin pendant notre grossesse? Les statistiques, ça a été discuté, ça, par ailleurs, via nos sociétés médicales canadiennes, où est-ce qu'il y a eu une augmentation du taux de consommation d'alcool pendant la grossesse dans les dernières années. Encore à ce jour, les sociétés médicales recommandent vraiment l'abstinence d'alcool pendant la grossesse pour différentes raisons. Premièrement, parce que on métabolise tout l'alcool de façon différente et on ne sait pas c'est quoi le niveau d'alcool qui est nécessaire pour apporter des effets néfastes au développement du bébé. Donc, comme on ne connaît pas, puis on peut pas quantifier, puis on peut pas faire de recherche là-dessus, ce serait vraiment pas éthique. On recommande aux femmes d'éviter de consommer de l'alcool pendant la grossesse. Puis, il y a tellement il y a comme une effervescence de nouveaux cocktails sans alcool qui se retrouvent sur les tablettes de différentes saveurs. Puis là, avec l'été qui arrive, tellement de recettes sans alcool qu'on peut faire qui peut venir pallier à ça. Mais encore à ce jour, on recommande d'éviter l'alcool à 100% pendant la grossesse. Est-ce qu'on peut prendre l'avion durant la grossesse? La réponse, c'est généralement oui. Donc, il y a lieu, par exemple, avant d'acheter un billet d'avion, si vous êtes enceinte, vérifiez avec les compagnies aériennes parce qu'il y a des règlements des compagnies aériennes différents. Donc, il y a lieu de vérifier avec la compagnie parce que des fois, ils vont avoir un terme maximal avant où vous pouvez prendre leur avion parce qu'ils voudraient surtout pas que vous accouchiez là, en haute altitude. Puis, il y a aussi, selon votre professionnel de la santé aussi. Donc, il y a des conditions médicales, des fois, qui vont faire en sorte qu'il y aurait une contre-indication à prendre l'avion ou à voyager à l'extérieur de votre province, de votre pays. Donc, les éléments à vérifier si vous prévoyez voyager en avion seraient votre professionnel de la santé, la compagnie aérienne, mais aussi selon où vous allez, votre compagnie d'assurance voyage si jamais il arrivait quelque chose à l'extérieur. Vrai ou faux, il ne faut jamais dormir sur le dos en fin de grossesse? Si à la fin de la grossesse, vous vous couchez sur le dos sur une longue période, ça va être assez rapide où vous allez ressentir des effets secondaires, d'étourdissement, bouffées de chaleur. Vous vous sentirez pas bien parce que le poids de l'utérus, le poids de votre bébé va venir compresser votre veine cave inférieure, ce qui va faire que ça va venir diminuer un petit peu toute la circulation de votre corps, de la circulation sanguine dans votre corps. Donc, vous serez pas confortable de toute façon puisque ça fait bien, si ça diminue l'efficacité de votre circulation, ça diminue aussi la circulation qui est apportée à votre bébé. Donc, comme la veine cave est située un petit peu plus à droite, on va recommander aux mamans de se coucher plus sur le côté gauche pour la libérer de façon optimale pour la période du dodo. Puis, si jamais pendant la nuit, vous vous retrouvez couché sur le dos, il n'y a pas de problème, tu sais, vous vous tournez sur le côté gauche, vous vous réinstallez confortablement. Donc, on recommande de privilégier la position couché sur le côté gauche en fin de grossesse. Est-ce qu'il est interdit de boire du café enceinte? Il n'est pas interdit de boire du café. Vous pouvez prendre votre petite tasse de café matinal jusqu'à la fin de votre grossesse si vous le souhaitez. On suggère un maximum de 300 mg de caféine par jour pour une femme enceinte, ce qui équivaut environ à 2 cafés à peu près quotidiennement. Perlimpinpin accompagne les familles d'ici depuis près de 40 ans. Parce que le sommeil de bébé est au cœur du bien-être de toute la famille, nous offrons une sélection de produits testés et sécuritaires pour que chaque nuit soit paisible et empreinte de confiance en vos capacités parentales. Retrouvez tous nos essentiels pour les premières nuits de bébé sur le Perlimpinpin. Quotidiennement, café filtre, bien évidemment. Faut juste pas oublier que la caféine se retrouve dans d'autres aliments, dans d'autres breuvages. Donc, c'est un total d'à peu près 300 mg, mais on doit compter à cela, oui, nos cafés quotidiens, les boissons gazeuses, le thé, le chocolat, donc tous les aliments qui pourraient contenir de la caféine. Fait qu'on va jouer un petit peu avec ça dans notre quotidien. Durant la grossesse, si j'ai mal au ventre, est-ce que c'est forcément grave?
C'est pas forcément grave, ça dépend toujours de ça se situe à quel endroit, est-ce que ça peut être tout simplement des douleurs ligamentaires. En début de grossesse, on va aussi avoir des petites crampes qui ressemblent à des crampes menstruelles qui seront pas nécessairement des signaux d'alerte de quelque chose d'anormal. Il y a toujours lieu d'évaluer ça nous fait mal à quel endroit. On peut le quantifier sur 10 aussi. Généralement, quand on dépasse un 4 sur 10, là, on commence à se préoccuper un petit peu. Est-ce qu'on est capable de soulager cette douleur-là avec quelque chose? Toujours, évidemment, tant que ça demeure sécuritaire pour la grossesse. Est-ce que c'est accompagné de symptômes d'infection urinaire? Est-ce que c'est accompagné de saignements ou non, ou de d'autres préoccupations que vous pourriez avoir ou symptômes anormaux. Donc, si c'est toute seule, puis que ça finit par passer, généralement non, mais c'est sûr que si c'est accompagné d'autres choses, ça pourrait être prudent là, de contacter votre professionnel ou une ressource médicale. Vrai ou faux? Je ne peux plus manger de sushi du tout pendant ma grossesse. C'est faux. Donc, l'important, c'est de suivre les recommandations médicales pour diminuer les risques d'infection d'origine alimentaire. Donc, on veut éviter tout ce qui est poisson, viande, crue ou pas assez cuite, ou tout ce qui aurait été en contact avec des aliments crus ou non cuits. Donc, si vous mangez des sushis, bien, c'est juste important de vous assurer que ce soit des sushis qui sont cuits. Et faire attention aussi à la contamination croisée. Donc, la contamination croisée, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on va avoir utilisé, par exemple, un couteau, une surface de travail avec des aliments crus, donc comme par exemple dans le cas de sushi, du poisson cru, et qu'on ne veut pas avoir assez bien désinfecté notre surface de travail ou nos instruments de travail avant de préparer des sushis pour les femmes enceintes. Donc, si vous allez dans un restaurant de sushi, c'est un élément à prendre en considération, qu'il peut quand même toujours y avoir un risque qu'on ne connaît pas les procédures de travail, donc d'aviser que vous êtes enceinte, que vous voulez vraiment vous assurer que tout soit fait selon les règles de l'art. Sinon, bien, il y a toujours la possibilité, quoique c'est un autre défi, mais de se faire des petits sushis à la maison. C'est un autre défi, effectivement. Est-ce qu'il y a des fromages à éviter durant la grossesse? Effectivement. Donc, il y a bel et bien des fromages à éviter, encore une fois, parce qu'on veut diminuer tout ce qui est les risques d'infection d'origine alimentaire. Donc, les fromages qui sont à éviter, c'est tout ce qui est les fromages qui sont faits de lait non pasteurisé, des fromages à pâte demi-ferme, pâte molle, donc les feta, brie, bocconcini, tu peux m'en nommer d'autres si j'en oublie, les bleus aussi. En bref, on va privilégier tout ce qui est les fromages qui sont faits de pâte ferme, donc fromage cheddar, mozza, des choses comme ça. Les autres fromages, par exemple, s'ils ont été cuits à une température adéquate, on peut les consommer. Donc, un brie cuit qui a été bien cuit, je me répète, il n'y aurait pas de problème parce que ça viendrait tuer tous les agents pathogènes. Mais oui, il y a lieu de faire attention, par exemple, à ce qu'on consomme. Vrai ou faux? Avoir une relation sexuelle pendant la grossesse peut déclencher le travail. C'est une excellente question. C'est une question qui est énormément recherchée sur les internets. Donc, en fin de grossesse, si tous les autres éléments sont propices à l'accouchement, c'est vrai qu'une relation sexuelle dans un contexte d'intimité où est-ce que ça va être souhaité, désiré, la femme pendant une relation sexuelle va sécréter une hormone que l'on appelle l'ocytocine, qui est aussi l'hormone du bonheur, qui est l'hormone qui va venir aider au niveau des faire les contractions, en gros, OK? Donc, oui, il y a l'impact au niveau de l'ocytocine, le lien avec les contractions, le début du travail, puis il y a aussi que pour une relation sexuelle complète, la prostaglandine contenue dans le sperme peut aider à venir faire maturer le col de l'utérus. Donc, en quelque sorte, oui, il pourrait avoir des effets bénéfiques en lien avec le travail, l'accouchement, si les autres éléments sont propices. Fait qu'on peut pas vraiment que se fier à ça pour se dire qu'on va accoucher demain après une relation sexuelle. Il y a lieu, par contre, de dire que les relations sexuelles sont sécuritaires pendant la grossesse. Donc, c'est pas ce qui va mener à un accouchement prématuré, à moins qu'il y avait une contre-indication médicale pour différentes raisons. Mais
les relations sexuelles, habituellement, il n'y a pas de contre-indication pendant la grossesse. On a une sous-question. Est-ce que les relations sexuelles peuvent venir blesser le bébé pendant la grossesse, surtout en fin de grossesse? Votre bébé, là, il est protégé avec de multiples couches. Premièrement, il est protégé dans tout le corps de sa maman, au niveau de son bassin. Il y a le conduit vaginal aussi. Il y a l'utérus qui est sa maison, son endroit de sécurité. Puis dans l'utérus, votre bébé, il flotte dans une piscine qui est là pour absorber tous les chocs ou tous les impacts qu'il pourrait y avoir dans le quotidien d'une maman, comme par exemple pour celle qui ferait de la course à pied jusqu'à la fin de sa grossesse. Donc, non, une relation sexuelle ne viendrait pas blesser un bébé pendant la grossesse. Vrai ou faux? Allaiter est douloureux. Ah, ça c'est... la réalité de l'allaitement et la douleur. Est-ce que l'allaitement peut être douloureux? La réponse est oui. Est-ce que l'allaitement est automatiquement douloureux? La réponse est non. En fait, allaiter ne devrait pas faire mal. Si l'allaitement occasionne de la douleur. Donc, c'est sûr que quand on met un bébé au sein, les 4-5 premières secondes, des fois, on peut avoir une sensation désagréable, un peu inconfortable, mais qui devrait assez rapidement se dissiper. Puis, après ça, on devrait être correct. Si toutefois, c'est une douleur qui est persistante, là, il y a lieu d'évaluer la situation. Est-ce que notre bébé, notre position, elle est confortable? Est-ce qu'on est bien détendu? Est-ce que notre bébé, il a la bouche grande ouverte? Est-ce que ses lèvres sont bien, je cherche mes mots, ouverte vers l'extérieur, merci. Est-ce que sa langue est bien placée? Est-ce qu'on entend des petits bruits qu'on ne devrait pas entendre lorsque notre bébé suctionne et déglutit? Est-ce que quand notre bébé veut se retirer du sein, des fois, il y a des mamans qui vont tirer leur bébé puis oublient de briser la succion, mais ça, au fil du temps, ça va vraiment créer une irritation qui peut mener à des gerçures. Donc, on va venir briser la succion au niveau du coin de la bouche de bébé. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dès que vous sentez que c'est plus juste un inconfort de quelques secondes, mais que c'est un inconfort qui persiste pendant le boire, il y a lieu tout de suite d'évaluer la situation, de demander conseil à des personnes, des professionnels qui sont formés en allaitement, que ce soit à l'hôpital, que ce soit via d'autres cliniques, des organismes d'entraide à l'allaitement. Donc, il y a plein de ressources qui existent là, pour aider aux difficultés liées à l'allaitement. Mais non, on ne doit pas tolérer la douleur. Il existe généralement différentes solutions qui peuvent être apportées. Parce que ça peut dégénérer relativement rapidement. Ça peut dégénérer en l'histoire de 24 heures. Ouais. Oui. Vrai ou faux, encore une fois, je ne peux pas aller au spa enceinte. Ah, ça, il y a tellement de la littérature qui est différente. Il y a des avis très partagés au niveau, quand on regarde au niveau des recommandations médicales. Donc, ce qui est dit, en fait, c'est qu'au premier trimestre, une température élevée pourrait avoir un impact sur le développement du fœtus. Donc, ce serait à éviter au premier trimestre particulièrement. Par la suite, c'est sûr qu'on ne recommande pas l'utilisation, on ne recommande pas d'aller dans un spa enceinte. Là, après ça, il y a de voir, est-ce qu'on a le contrôle de la température, si c'est un spa à domicile, qu'on pourrait le baisser, ou si c'est un spa d'une entreprise commerciale, qu'on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est idéalement l'éviter ou en parler du moins avec votre professionnel de la santé selon votre situation à vous. Mais sinon, de toujours être accompagné d'un adulte, parce que si jamais vous ressentez des malaises puis que vous vous sentez pas bien, vous voulez qu'il y ait un adulte avec vous pour vous aider, dès qu'on ressent un minimum d'inconfort, étourdissement, chaleur plus importante, on sort tout de suite. Puis on recommande idéalement un maximum de 10 minutes de spa par séance. Donc, tant qu'à pas pouvoir en profiter au maximum, j'aurais tendance à suggérer d'attendre après la grossesse. Ce qui serait une sage décision. Un vrai ou faux, j'ai eu une césarienne, je ne pourrais donc jamais retenter un accouchement vaginal. C'est faux, en fait, pour répondre rapidement à la question. C'est presque faux dans toutes les situations, à quelques exceptions près. Donc, la plupart des femmes qui ont eu un accouchement, une naissance par césarienne, pourront tenter
ce qu'on appelle un AVAC, donc un accouchement vaginal après césarienne. Il y a quand même des critères à respecter selon le délai entre la césarienne puis l'accouchement suivant et d'autres situations. Il y a des facteurs qui vont favoriser, qui vont faciliter un accouchement vaginal après césarienne. Il y a certaines situations où on va peut-être préférer d'y aller dans une deuxième césarienne. Donc, je dirais que sans aller trop longtemps dans tous les détails, il y a lieu de s'informer parce que lorsque on a tous les critères qui peuvent faire en sorte qu'on a un accouchement vaginal après césarienne, on a quand même de fortes chances que ça fonctionne. Il y a des avantages à procéder à l'AVAC. Il y a des avantages à procéder à une deuxième césarienne. Il y a des facteurs qui vont augmenter les chances de succès d'un AVAC, alors qu'il y a certains éléments qui vont peut-être faire en sorte que des fois, l'AVAC va être un petit peu plus difficile. Il peut y avoir aussi des risques associés à l'AVAC qui sont quand même, somme toute, très minimes. Donc, ça demeure quand même une alternative pour quelqu'un qui aurait un petit deuil à vivre d'une naissance précédente par césarienne, qui voudrait tenter l'accouchement vaginal. Ça vaut la peine de se renseigner à ce sujet-là, mais oui, pour la plupart des mamans, c'est quelque chose de tout à fait possible. On va conclure avec une dernière question. Puis je crois que ça peut être une question omniprésente, surtout dans le cas d'une première grossesse. Est-ce que je dois me rendre à l'hôpital dès les premières contractions? Ah, c'est une bonne question. C'est sûr que la réponse à ça, ça dépend à quel stade de grossesse est-ce que vous êtes. Donc, si vous avez un début de contraction à 30 semaines, là, oui, on va vouloir aller procéder à une évaluation rapidement. Si vous êtes à terme, pas de conditions médicales particulières, honnêtement, on va vouloir que vous restiez à la maison le plus longtemps possible, tout en prenant en considération est-ce que les membranes sont rompues ou non, la distance entre votre domicile, le lieu de naissance, votre strep, à savoir si on a besoin de vous donner ou non des antibiotiques pendant l'accouchement. Mais sinon, vous restez à la maison le plus longtemps possible. Au besoin, vous appelez à l'accueil obstétrical si jamais vous avez des doutes. Puis, une fois que le travail il est bien enclenché, que les contractions sont régulières, là, à ce moment-là, oui, on peut se présenter sans problème au lieu de naissance. Là où il va y avoir une évaluation complète. Oui, c'est ça. Oui, Ils nous c'est guideront ça. pour la suite des choses. Merci beaucoup, Alex. Bien, ça fait plaisir. Les histoires prénataux, une présentation de Perlin Pimpin. Suivez-nous sur nos plateformes et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines rencontres inspirantes.